Comme d'habitude, depuis 4 ans, le début d'année, c'est le moment de faire un bilan à propos de mon avancement dans la recherche d'autonomie. Alors on va notamment parler d'habitat, de stockage de nourriture, de cuisine, de potager, de mon système pour chauffer de l'eau gratuitement, de comment se passer d'un frigo et de ma production de miel. En 2020, il y a eu un gros changement dans le projet puisqu'on s'est séparé avec Salomé et que ça a forcément eu pas mal d'impact sur le projet autonomie. Alors malgré tous les changements et pas mal de remises en question, globalement mes objectifs n'ont pas changé. Je trouve toujours aussi important d'arriver à être le plus autonome, donc pour dépendre le moins possible d'un travail rémunéré, pour avoir des fruits et des légumes frais de qualité et pour apprendre et comprendre comment fonctionnent les choses et puis aussi pour réduire mon impact écologique. Donc on va voir ce que j'ai réussi à faire et là où je me suis totalement planté en 2020 et quels sont mes objectifs pour 2021. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo! Bon, je vous cache pas que la fin d'année 2020 a été un peu chaotique. J'ai laissé pas mal de choses de côté. En fait, j'ai voulu avancer le plus possible sur la partie maison pour plus avoir l'impression d'habiter dans une maison en travaux et pouvoir me concentrer sur le reste après. On en avait déjà parlé, mais c'est vrai que c'est très chronophage de passer des travaux au potager, aux recherches sur l'énergie, de tester des systèmes et en même temps de jongler avec le travail et les vidéos YouTube. Et quand on est tout seul, on peut pas se répartir les tâches. Par exemple, un qui planifie le potager, l'autre qui fait des recherches sur les travaux, un qui s'occupe des vidéos pendant que l'autre prépare le repas. Donc forcément, ça avance beaucoup moins vite et ça m'a demandé un petit temps d'adaptation pour trouver mon rythme. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que pour certaines choses, qu'on soit un ou deux, ça change pas forcément la quantité de travail. Par exemple, préparer à manger un vrai repas, ça prend un peu de temps, mais qu'on fasse pour une ou pour 2 personnes, c'est à peu près la même durée. C'est aussi la même chose pour l'entretien du terrain, le ménage de la maison. 2 fois plus de personnes, c'est pas forcément 2 fois plus de boulot. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant de construire des projets d'autonomie groupés à plusieurs, sous forme d'habitat partagé ou d'éco-hameau par exemple. Bon, moi j'aime bien tout faire par moi-même et je suis pas très sociable, mais sur le principe, il peut vraiment y avoir beaucoup d'avantages à se diriger vers ce genre de fonctionnement. Alors par contre, quelque chose qui m'a surpris, même si c'est totalement logique quand on y réfléchit 2 secondes, c'est pour la quantité de nourriture. Alors forcément, j'ai besoin de 2 fois moins d'aliments et tous mes besoins sont divisés par 2 et en fait, ça fait une différence qui est vraiment énorme et que je n'avais pas anticipé. Ça veut dire 2 fois moins de surface pour planter, 2 fois moins de semis à faire. Même pour le stockage des aliments, c'est 2 fois moins de conserves à faire pour être autonome, c'est 2 fois moins d'espace pour stocker les pommes de terre, les carottes et les oignons pendant l'hiver. Donc ça fait une différence qui est importante. Et je me rends compte aussi à quel point il y a une sorte d'inertie et comme c'est important de voir à long terme. Là par exemple, j'ai trop de patates et d'oignons en ce moment du coup, ce que j'ai prévu pour 2. Et pour l'année qui vient, je vais planifier mon potager pour me nourrir que moi, donc une seule personne. Mais si à un moment j'en veux 2 fois plus pour nourrir 2 personnes, et bien ça me prendra plusieurs mois, voire presque 1 an pour arriver à cette quantité là. Et ça c'est totalement à l'opposé du mode de consommation habituel quand on va faire ses courses dans un magasin ou même chez un petit producteur du coin. En autonomie, il y a vraiment un gros travail de planification et d'anticipation qui est à faire. Niveau habitat, la maison a vraiment bien avancé. Je suis passé de c'est une maison en chantier, il y a des travaux tout le temps dedans, à c'est une maison presque finie. Au niveau du moral, ça a vraiment un gros impact. Quand on vit constamment dans les travaux, il faut galérer pour tout, pour faire la vaisselle, pour cuisiner, il faut déplacer constamment les choses pour d'un côté pouvoir vivre, mais aussi pour pouvoir avancer les travaux. C'est vraiment épuisant sur le long terme. Donc à la fin de l'année, j'ai mis toute mon énergie pour terminer un maximum de choses et me sentir dans une maison et plus dans un chantier. Et je suis plus très loin d'avoir fini la partie construction de la maison. J'ai enfin un système de douche qui est pratique et agréable, j'ai de l'eau chaude sans devoir faire chauffer des casseroles et ça faisait presque 4 ans qu'il fallait galérer tous les jours pour se laver en faisant chauffer de l'eau ou alors aller chez mes parents, donc prendre la voiture pour aller prendre une bonne douche chaude. Pour avoir de l'eau chaude, j'ai installé un ballon solaire. Alors le principe c'est qu'une partie de l'année c'est la chaleur du soleil qui va réchauffer un liquide et ce liquide va ensuite chauffer l'eau du ballon et qui va pouvoir être utilisé pour la douche, pour l'évier, pour la vaisselle, etc. Donc ça n'utilise pas d'électricité et c'est ultra intéressant pour l'autonomie énergétique. Donc le ballon est installé, j'ai les panneaux solaires et tout le système de régulation, mais ça c'est pas encore installé. Je suis en train de fabriquer les supports pour mettre les panneaux à l'extérieur, donc d'ici quelques mois ça devrait être bon. En attendant, c'est une petite résistance électrique qui me chauffe l'eau et ça c'est aussi intéressant pour la résilience. Si jamais j'ai un problème avec les panneaux thermiques, je pourrais toujours avoir de l'eau chaude grâce à l'électricité via la résistance. Et inversement, si j'ai un problème électrique, je peux quand même avoir de l'eau chaude une bonne partie de l'année grâce au soleil. Donc toute la plomberie est terminée, j'ai aussi fini le parquet du rez-de-chaussée, j'ai mon petit coin canapé tranquille où je peux manger, me poser et lire.
Et en ce moment, je suis en train de faire la partie cuisine. Ça devrait me prendre encore quelques semaines pour terminer la cuisine. Elle est plutôt grande, surtout si on compare à la taille de la maison. Mais pour moi, c'était vraiment important parce que l'objectif, c'est de faire à manger avec que ce qui vient de mon jardin ou presque. Donc forcément, c'est plus de temps passé en cuisine que si j'avais acheté des plats tout faits ou presque. Et pour que ce soit un plaisir et pas une corvée, pour pas que ce soit pénible tous les jours, pour moi, c'est important d'avoir de la place pour le faire dans des bonnes conditions. Et puis même pour faire les conserves, pour faire ma propre bière, pour faire du pain et tout ça, c'est quand même vachement pratique et beaucoup plus agréable d'avoir de la place. Alors c'est vrai que tout ça, la grande cuisine, l'eau chaude qui coule dès que j'ouvre mon robinet, le canapé, ça peut paraître du luxe et ça l'est d'un certain côté, c'est vrai. Mais arrêter de perdre du temps et d'énergie sur toutes ces petites choses quotidiennes, ça permet d'avoir beaucoup plus de temps et d'énergie pour d'autres choses comme par exemple faire le potager. Et ça c'est ultra important je pense. Moi ma vision de l'autonomie c'est vraiment pas d'avoir froid la moitié de l'année et d'être constamment en train de galérer pour tout. Ce que je veux c'est pas survivre, c'est de vivre correctement, juste d'avoir une vie simple et d'être heureux avec ça. Pour l'année qui vient, niveau habitat, il va me rester à terminer de la cuisine donc et ensuite la partie électrique. Je vous rappelle que si vous connaissez pas ma chaîne YouTube, je fais des vidéos détaillées sur absolument toutes les parties de la construction de A à Z, donc n'hésitez pas à vous abonner et à fouiller dans les vidéos si vous prévoyez de construire une maison ou de vous faire un habitat autonome. Au départ, j'avais fait un bilan plutôt négatif sur la partie nourriture et potager parce qu'honnêtement, j'aurais aimé produire beaucoup plus de légumes et manger bien plus souvent grâce à mon potager que ce que j'ai fait cette année qui s'est écoulée. J'ai encore eu plein de problèmes pour l'arrosage à cause de la sécheresse, plein de semis qui ont été gâchés par manque de temps et certains légumes que j'ai pas récoltés à temps, là aussi parce que j'avais d'autres choses à faire et que c'était pas ma priorité. Mais en préparant cette vidéo, en réfléchissant aux années passées et d'où je suis parti, je me suis rendu compte que j'avais énormément progressé. Il y a 4 ans, j'étais incapable de faire pousser un radis, je savais pas reconnaître 2 plantes entre elles tant qu'il n'y avait pas un fruit qui poussait dessus et sur tout un tas de petites choses comme ça, j'ai énormément appris. Je me rends beaucoup plus compte des quantités qu'un pied de tomate ou de courgette peut produire par exemple, la taille que ça va occuper dans le potager, l'ombre que ça peut faire aux autres plantations. Et j'ai une meilleure vision globale aussi de l'évolution du potager sur l'année, quand planifier, quand préparer le terrain, quand semer, quand remettre en terre, combien de temps je vais devoir attendre pour récolter certaines choses. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'expérience et ça m'apporte beaucoup de choses, même si toutes ces infos-là sont théoriquement dans les livres sur le potager, trouvables en 2 clics sur internet. Le fait de le savoir vraiment, de l'avoir expérimenté, de se rendre compte par soi-même, je trouve que c'est une sacrée avancée et que ça change pas mal de choses. Alors ouais, clairement, j'ai toujours pas une production de folie dans mon potager. À certains moments, je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait ces dernières années de pas perdre du temps à faire pousser 2 tomates et 3 patates et de me concentrer plutôt sur finir la maison parce qu'au final, en termes de quantité de légumes, ça m'a pas apporté grand-chose. Avec l'achat des graines, je pense que c'était même pas rentable financièrement. Mais en termes de connaissances, avec le recul, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de pas hésiter à commencer au plus tôt les tests, les expériences, les premiers semis, même si c'est juste sur un balcon, même si c'est pas d'avoir 2 radis, une salade qui vont vous nourrir sur l'année, c'est l'occasion d'apprendre un tas de choses et d'être beaucoup plus à l'aise pour la suite. À l'automne, j'ai pris le temps de planter pas mal de nouveaux arbres fruitiers. Je les ai mis assez éloignés de la maison par contre parce que je suis pas encore tout à fait sûr de comment sont aménagées les choses autour et je voulais pas que ça me gêne pour plus tard que je sois obligé de les déplanter ou carrément de les couper. J'ai planté pas mal de choses et pour les pommiers j'ai pris 3 variétés différentes qui donnent pas des pommes au même moment pour en fait étaler au maximum la production dans le temps. Comme j'ai installé les arbres fruitiers loin de la maison et plutôt proche de la forêt, j'ai protégé les troncs pour éviter que les animaux de la forêt viennent les attaquer parce que j'avais déjà eu des problèmes. Donc en fait j'ai juste mis des morceaux de tuyaux de drain autour des troncs et pour le moment ça semble assez efficace. Cette année, j'ai aussi réalisé un de mes rêves de gosse et je pense que ça fait plus de 20 ans que j'attendais ce moment, vraiment. J'ai fait ma première récolte de miel. J'étais ultra impatient et comme vous le savez, si vous avez regardé le bilan autonomie de l'année dernière, notre première colonie avait pas passé l'hiver, donc j'étais un peu stressé, j'avais peur que ça recommence. Mais tout s'est bien passé, les abeilles ont été en forme et on a pu récolter beaucoup de miel. En tout, on a obtenu un peu plus de 13 kg de miel avec une seule ruche, donc c'est largement suffisant pour une consommation perso, même pour en donner à la famille, aux amis, et j'ai même pu en garder plusieurs kilos pour redonner aux abeilles si jamais elles en ont besoin pendant l'hiver, plutôt que leur donner de l'eau sucrée ou des choses comme ça plus industrielles. Cette année, je vais sûrement essayer de diviser la colonie en deux pour
avoir 2 ruches. Alors le but c'est pas d'avoir plus de miel, mais c'est que si jamais il y a une des ruches qui passe pas l'hiver, qui a un problème, que je sois pas obligé de devoir dépendre d'un autre apiculteur pour pouvoir avoir une nouvelle colonie. Donc je pourrais moi-même diviser celle qui me reste pour repartir sur une nouvelle ruche. J'ai vraiment une belle récolte de pommes de terre et d'oignons, et comme j'ai pas de cave, j'ai cherché un moyen de stocker ça. Alors je voulais trouver un système pas trop cher, facile à mettre en place et que je puisse augmenter facilement en fonction de mes besoins, si j'ai plus de choses à stocker. Donc j'ai cherché des idées sur internet et je suis d'abord tombé sur la technique assez connue du tambour de machine à laver qu'on enterre dans le sol. Le problème avec ça, c'est que c'est pas étanche, et donc l'hiver sur mon terrain c'est très humide, donc les légumes seraient noyés et finiraient par pourrir très rapidement. Donc je me suis tourné vers les techniques plus anciennes, et notamment ce qu'on appelle le stockage en silo. Alors il y a beaucoup de façons différentes de faire, ça dépend des régions, des climats, des légumes à stocker, mais le principe général c'est toujours le même. On isole un tas de légumes pour qu'il soit à une température qui est assez basse et qui varie pas trop. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on laisse toujours une circulation d'air pour que l'humidité puisse se réguler et éviter que tout pourrisse. Donc j'ai réfléchi à comment je peux adapter ce principe en fonction de ce que j'avais sous la main. Et finalement, j'ai utilisé des grandes poubelles que j'ai enterrées. Comme elles sont enterrées, je profite de la stabilité de la température qui est naturellement dans la terre, qui évolue assez peu et qui est aussi rarement en dessous de zéro dès qu'on atteint une certaine profondeur. Au fond des poubelles, j'ai mis une couche de sable qui permet d'aider à la régulation de l'humidité. Et ça évite que même s'il y a un peu d'eau au fond, les légumes baignent pas dans l'eau. Il y a une couche qui les sépare. Et enfin, j'ai créé un système d'aération naturelle grâce à un gros tuyau central et des ouvertures sur tout le haut de la poubelle. Ensuite, j'ai pu mettre mes légumes couche par couche en séparant avec de la paille, ce qui permet de laisser passer l'air correctement autour des légumes, et ça joue aussi un rôle d'isolation. Alors j'ai mis ça en place en septembre avec mes pommes de terre et mes oignons, chacun dans des poubelles séparées, et le résultat est plutôt prometteur. Les pommes de terre germent assez peu, les oignons pratiquement pas, les légumes flétrissent pas non plus. Alors le système est assez pratique, souvent je récupère quelques oignons et quelques patates histoire d'en avoir pour plusieurs repas, comme ça j'ai pas besoin d'y aller tous les jours, et ça se conserve très bien à l'intérieur de la maison. Donc le fait que ce soit à l'extérieur, c'est vraiment pas gênant, je trouve. L'avantage, c'est que ça revient très peu cher, surtout si on arrive à récupérer des vieilles poubelles ou des bidons. Mais il y a 2 problèmes que j'ai remarqué. Déjà, c'est qu'il y a trop d'humidité, et ça, je pense que c'est dû à l'évapotranspiration des légumes au fil du temps. Et je pense que mes aérations sont assez sous-dimensionnées, donc il faudrait que je les fasse un petit peu plus grosses. Et l'autre problème, c'est que la couche la plus haute de légumes, elle n'est pas assez isolée du froid, comme elle est assez proche de la surface de la terre, elle profite pas de l'inertie du sol. Donc j'ai une partie des légumes à certains moments dans l'hiver qui ont gelé. Voilà, donc je suis déjà en train de réfléchir comment améliorer ces 2 points, et puis on pourra en reparler l'année prochaine dans le prochain bilan autonomie. Alors je me pose aussi de plus en plus la question de l'utilité d'un frigo. En France, il y a 98% des foyers qui possèdent un frigo, donc la plupart des gens se posent pas la question. Mais moi, en fait, je suis pas certain d'avoir tant besoin que ça. Quand on a vécu dans notre petit camion aménagé, puis dans la maison en travaux, on n'a jamais eu de frigo, et donc pendant 4 ans, ça nous a pas si souvent manqué que ça. Alors je mange assez peu de produits laitiers, assez peu de viande, donc il me reste surtout en fait les fruits et les légumes à stocker, mais ils n'ont pas forcément besoin d'un frigo. Et puis il y a un truc que je trouve un peu aberrant avec un frigo, c'est que l'hiver, on dépense de l'énergie pour maintenir le froid dans le frigo, parce que la pièce auto reste à 20 degrés. Mais dehors, il fait souvent assez froid pour la conservation des aliments. Donc on a déjà du froid à disposition gratuitement, et je me suis dit pourquoi pas m'en servir. Du coup à l'automne, je me suis fabriqué un garde-manger. Alors j'ai fait une petite caisse en bois que j'ai placée juste à côté de l'entrée de la maison pour que ce soit accessible facilement. Et dedans j'ai mis une glacière qui me permet 2 choses. Déjà, comme c'est fermé hermétiquement, je suis sûr que les petits animaux peuvent pas atteindre ma nourriture, donc c'est une bonne protection physique. Et puis je suis sûr qu'elle n'est pas contaminée par des rats ou un truc du genre. Et puis ensuite, l'isolation de la glacière permet de lisser la température des aliments que je mets dedans. Sur la glacière, la température elle varie à peu près au même rythme que la température extérieure. Donc la journée ça peut monter un peu trop certains jours, et la nuit ça peut descendre sous le point de gelée, ce qui n'est pas non plus très bon pour les aliments. Alors qu'avec la glacière, j'arrive plus facilement à avoir une moyenne sur 24 heures, et donc les changements de température sont moins importants. J'ai utilisé ça tout l'hiver, je m'en sers encore tous les jours, et franchement c'est presque parfait. Il y a seulement quand pendant plusieurs jours les températures sont très basses que ça peut geler, même à l'intérieur de la glacière. Donc cette année, quand je vois qu'il fait très froid plusieurs jours et que ça risque de geler ma nourriture, je rentre la glacière la nuit. Comme ça les aliments restent frais, se réchauffent pas trop comme la glacière est isolée, et je la remets dehors en journée. C'est pas trop contraignant, mais pour l'hiver prochain j'aimerais quand même améliorer ça pour éviter de devoir anticiper les températures, et puis être sûr de pas avoir de mauvaises surprises. Donc pour les 5 à 6 mois d'hiver, c'est un système qui me convient, mais clairement ça marchera pas pour l'été, donc je suis toujours en réflexion pour trouver une solution pour avoir un peu de fraîcheur l'été, pour stocker principalement mes restes de repas sur 1 ou 2 jours, ou les légumes qui sont déjà récoltés. Et puis c'est vrai que pour les bières aussi ça peut être pas mal, parce que c'est quand même vachement important d'avoir des bières fraîches. Bon, et tant qu'on parle de nourriture, je voulais aussi vous montrer mes nouvelles poêles que j'ai eu à Noël. Donc j'en rêvais depuis pratiquement 2 ans. Donc j'ai une poêle en acier et une en fonte. J'ai longtemps hésité déjà parce que c'est bien plus cher que la poêle premier prix qu'on trouve en grande surface. Et aussi parce que comme il n'y a pas de revêtement technologique dernier cri sur le fond de la poêle, potentiellement les aliments peuvent accrocher un peu plus. Et sur internet, j'avais trouvé des témoignages de personnes qui trouvaient ça vraiment inutilisable. Donc ça m'avait un peu fait peur, et c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps avant de me décider. Mais le gros avantage de ces poêles là, c'est que c'est quasiment indestructible. On peut gratter dessus avec des ustensiles en fer, utiliser une paille de fer pour le nettoyage. Il n'y a aucun risque d'endommager durablement la poêle. Donc en théorie,
théorie, ça peut vraiment durer toute la vie, ce qui au final fait que c'est pas si cher comparé aux poêles high-tech qu'il faut changer très régulièrement parce que le revêtement magique finit forcément par perdre en efficacité dans le temps. En fait, sur ce type de poêle, c'est ce qu'on appelle le culottage qui fait office de produit anti-adhérent. C'est le gras de la cuisson comme l'huile ou le beurre qui va se vitrifier à haute température quand on chauffe la poêle. Et donc au fil du temps, on a de plus en plus de matière qui se vitrifie et la poêle devient de plus en plus lisse et les aliments accrochent de moins en moins. Alors je l'utilise depuis quelques mois et franchement c'est un vrai bonheur. Même quand je fais cuire des choses un peu fragiles comme des œufs au plat, il n'y a vraiment aucun problème d'accroche. Donc vraiment ça vaut le coup et je regrette absolument pas. Bon, honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution cette année au niveau de l'eau, mais maintenant que mon système de plomberie est en place, je note chaque mois précisément ma consommation et c'est très important parce qu'à terme je veux construire une cuve de récupération d'eau de pluie et que j'ai absolument besoin de dimensionner cette cuve du mieux que je peux. Si je la fais trop petite, j'aurai des problèmes pour avoir assez d'eau, notamment pour le potager, mais trop grande c'est pas forcément une bonne idée non plus. Déjà c'est de l'argent et des ressources de gâcher pour rien, et puis il faut qu'une bonne partie de l'eau se renouvelle de temps en temps pour des questions de propreté de l'eau, et donc avec une cuve trop grosse par rapport à mes besoins, le risque c'est qu'une partie de l'eau soit jamais renouvelée et finisse par croupir. Alors j'ai aussi remarqué que l'eau du puits est de plus en plus basse chaque année et ça commence un peu à m'inquiéter. Je sais pas si je pourrais m'en servir encore pendant des années. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues, donc je continue d'essayer à la fois de réduire mes besoins et en même temps de réfléchir à multiplier les points de récupération d'eau. Pour l'électricité, là aussi pas de changement majeur, je suis toujours raccordé au réseau électrique et mes panneaux solaires attendent toujours d'être installés. Mais ça va venir. Comme pour l'eau, je note chaque mois ma consommation globale, mais aussi l'énergie nécessaire spécifiquement pour le chauffage et l'énergie nécessaire pour le chauffe-eau. Là aussi, ça va me permettre de concevoir au mieux mes futures installations et ça m'aide à prendre des décisions plus adaptées et cohérentes par rapport à ce que j'ai vraiment besoin. Ça me permet de voir aussi quels sont mes points de consommation les plus importants et peut-être de réfléchir à des améliorations pour la suite. C'était pas l'année la plus joyeuse et quand on fait le choix d'assurer un maximum de ses besoins soi-même, chaque bouleversement personnel et même la moindre baisse de motivation peut avoir des gros impacts. Si on loupe les périodes de récolte par exemple, parce qu'on a d'autres préoccupations personnelles, l'impact sur la partie autonomie alimentaire, elle est énorme. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose d'assez important que j'avais pas remarqué jusque là. Au cours de ma vie, comme tout le monde, j'aurais forcément des hauts et des bas, des problèmes personnels ou familiaux, ça peut être une maladie un peu sérieuse, quelqu'un de mon entourage qui a besoin de mon aide. Et en fait, je peux absolument pas partir du principe que je serai toujours à 100% de mes capacités sur mon projet autonomie. Pour arriver à être autonome, c'est une question de connaissance, d'expérience, d'organisation, mais il y a aussi un facteur personnel qui a à prendre en compte et qui peut être assez imprévisible. Enfin plutôt, on peut facilement prévoir qu'il y aura des problèmes, c'est juste qu'on ne sait pas lesquels ni quand est-ce qu'ils vont arriver. Alors cette question, elle rejoint beaucoup ce que je me demandais au début de la vidéo, c'est est-ce que l'autonomie tout seul, c'est vraiment possible ? Alors peut-être en partie, peut-être pendant un certain moment, mais sur le long terme, ça semble presque indispensable de pouvoir compter sur d'autres personnes, sur un réseau, pour pallier à tous les imprévus personnels, les baisses de motivation, les erreurs qu'on peut faire. Et quand on est dans un groupe ou un réseau, et même juste le fait d'être en couple investi à deux dans le projet, ça permet d'être beaucoup plus résilient face à ça. Tout repose pas sur une seule personne. En 2021, j'espère arriver à mettre en place les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et avoir des récoltes toujours plus abondantes. La cuisine devrait me permettre de commencer à faire des conserves dans des bonnes conditions, donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Et puis j'espère pouvoir accueillir quelques petites poules sur mon terrain. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai un peu de mal à visualiser le travail que je vais pouvoir faire tout seul, donc tout en jonglant avec les vidéos et mon travail de développeur freelance. Donc mon principal objectif pour cette année, c'est de continuer à avancer vers l'autonomie, peu importe à quel rythme j'avance. Alors je vous laisse avec la vidéo sur le bilan de l'année dernière si vous ne l'avez pas vu pour que vous puissiez un petit peu comparer et voir mon évolution sur un an. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre l'évolution de mon projet. Il va y avoir d'autres vidéos détaillées sur l'installation solaire, système d'arrosage automatique et puis plein d'autres sujets sur la construction, l'autonomie et le potager. A bientôt les pingouins!